Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, cap sur un secteur qui fait avancer le continent au sens propre comme au sens figuré. Chaque jour, des dizaines de millions d'Africains enfourchent une moto pour aller travailler, livrer un colis, rejoindre un village ou transporter des passagers. Longtemps cantonnée à un simple moyen de transport, la moto est devenue un véritable pilier de l'économie africaine. Un marché en pleine accélération, porté par la passion, mais aussi par l'innovation. Quelques chiffres. Plus de 30 millions de motos circulent sur le continent. Le secteur génère plus de 27 millions d'emplois directs et indirects. Le marché africain des deux roues est l'un des plus dynamiques au monde, porté par une urbanisation rapide et un accès limité au transport public. Au sommaire ce soir, immersion dans l'univers des deux roues en Côte d'Ivoire. Derrière le rugissement des moteurs se cache un secteur qui fait vivre concessionnaires, mécaniciens, formateurs et des milliers de professionnels. Entre passion, business et enjeux de sécurité, nous découvrirons comment la moto est devenue un véritable phénomène de société. Puis direction le Kenya, dans un pays où l'électricité est largement produite localement. Une entreprise veut tourner la page du pétrole, son arme, des motos électriques dont les batteries s'échangent en quelques minutes seulement. Une innovation qui pourrait bien rebattre les cartes du transport urbain en Afrique. En Côte d'Ivoire, plus de 3 millions d'usagers utilisent quotidiennement la moto, outil de travail pour les uns, objet de passion pour les autres. 100 000 de roues sont vendues par an en Côte d'Ivoire. Derrière les concessionnaires, les ateliers de mécanique et les associations de motards se cache tout un écosystème qui ne cesse de grandir. La folie des deux roues, c'est un reportage signé Yannick Effoumi, Ghislain Mendonça et Jean-Louis Mendonça. Dans ce garage, des clés à molettes, des tournevis et des pièces de moto. Ici, l'odeur de la mécanique flotte dans l'air. Abdoul est mécanicien. D'ordinaire, il répare les motos des autres. Mais aujourd'hui, il travaille pour lui sur ce qui le fait vibrer, sa moto. Celle-là, c'est la 1250, 40e anniversaire, année 2020. C'est la version américaine. Je viens de changer les plaquettes de frein qui sont usées. Le baquet, ça gâte le disque d'embrayage et pour avoir mieux le freinage. Ce modèle est introuvable ici. Alors pour entretenir sa machine, Abdoul n'a pas le choix. Il commande les pièces à l'étranger. Je les ai commandées en Amérique. Ça fait 1 mois maintenant que j'ai fait la commande et c'est arrivé. 30 minutes suffiront pour installer les nouvelles pièces. Abdoul ne se contente pas de rouler. Il aime aussi personnaliser chacune de ses motos. Ça, c'est la 40e anniversaire, année 2020, que j'ai collectionné. J'ai changé le pot d'échappement en option. J'ai mis les valises JV qui viennent de l'Allemagne. Des modifications qui, au total, lui coûtent 14 millions de francs CFA. C'est la passion. La passion coûte cher. C'est tout ce que je veux dire. La passion coûte cher. Dans son garage, Abdoul dévoile le reste de sa collection. Bon, celle-là, c'est une Cross Runner, année 2020. Celle-là, c'est une Suzuki SV 650 injection, année 2006. Bon, celle-là, c'est la merveille. La M1000 Roadster, avec tout en carbone. C'est un vrai bijou. Abdoul est un vrai motard. Sa passion remonte à l'adolescence, dès l'âge de 15 ans. Mon père avait une moto, moto Bécane MBK, qu'il utilisait souvent, il me prenait dessus pour sortir. C'est dans ça que j'ai aimé la moto. Et quand j'ai pris de l'âge, j'ai fait la moto aussi ma passion. Aujourd'hui, il s'apprête à prendre la route. Mais avant de démarrer, place aux indispensables. Gants, casque, protection. Une fois équipé, le ride peut commencer.
axes, il accélère sans hésiter. Il faut dire qu'il connaît la route. Mécanicien, il est aussi moniteur de moto. Quand je roule la moto, je sens du plaisir et ça me déstresse. La moto pour moi c'est comme une drogue. En Côte d'Ivoire, plus de 300 000 motos sont immatriculées sur les routes. Mais ce sont plus de 3 millions d'usagers qui en dépendent chaque jour. Un marché de 100 000 ventes par an. Derrière ces chiffres, il y a souvent une passion profonde qui se transmet de père en fils et qui transforme un engin en outil de travail, en liberté, en identité. Business, danger, passion, Made in Africa vous propulse dans la folie des deux roues. Marcory, zone 4. Nous sommes chez un des acteurs majeurs de l'industrie de la moto. Bouger, toi tu attaques l'affectation, il donne le numéro de série. Vous deux, vous foncez en haut pour les motos du client CIE à préparer dès maintenant parce qu'on doit faire la livraison dans l'immédiat. Si nous sommes dans l'entrepôt principal Yamaha, précisément dans la zone de mise au point, mise en route des motos. Environ 140 motos sont actuellement stockées ici. Chaque mois, ce sont en moyenne 80 motos, voire le double, selon la fréquence maritime, qui arrivent ici en pièces détachées depuis l'Asie. Ces caisses sont ensuite soumises à une inspection minutieuse. Il y a une autre vérification que nous faisons pour confirmer que la moto, dans l'arrivage, n'a pas fait l'objet d'avarie. Et c'est lorsque c'est fait que nous procédons maintenant au montage. Un des challenges est de garder les mêmes méthodes internationales de montage pour respecter les normes du constructeur. Mais pour des raisons de confidentialité, nous ne verrons pas le montage de cette moto. Toutes les motos montées ici sont ensuite parquées à l'étage de l'entrepôt. En attendant d'être acheminées vers le showroom, situé sur le même site que l'entrepôt. Les gars, on bosse. Nous sommes dans le showroom. Monsieur Bakary Bamba, le chef des ventes, s'occupe de la vente des différents modèles exposés ici. Des modèles qui intéressent des particuliers, mais surtout des entreprises privées et publiques. Là, vous l'avez la Yamaha Trace 700 et la FJMI 300, qui sont des motos de police. Généralement, il n'y a que les institutions de l'État qui les achètent. Le modèle le plus vendu chez nous aujourd'hui, c'est la YBL 125G, qui est un modèle 125 bien équipé, avec des protections de guidon, les roues à crampons, des garde-boue relevés. Ça veut dire que ceux qui travaillent en plantation peuvent l'utiliser. Ceux qui travaillent en ville peuvent aussi l'utiliser pour leurs besoins. Vendu 2 490 000 francs CFA, cette YB 125G représente un investissement. Mais pour de nombreux clients, sa robustesse et sa faible consommation en font un outil de travail rentable. Elle génère environ 2000 ventes annuelles. En Côte d'Ivoire, le marché de la moto, estimé à 100 000 unités par an, reste largement dominé par l'informel. Alors que seulement 3 à 4 acteurs officiels représentent les grands constructeurs, la majorité des ventes échapperait encore aux circuits réglementés, alimentant fraude, contrefaçon et concurrence parallèle. Le défi général auquel on fait face aujourd'hui, c'est la concurrence qui est en face, où les produits sont nettement moins chers que chez nous, mais il faut le dire aussi honnêtement, de moindre qualité. Aujourd'hui, parmi les 3 millions d'usagers en Côte d'Ivoire, plus de 300 000 motos sont immatriculées sur nos routes et 75% sont utilisées pour le transport quotidien. Les particuliers représentent environ 5% des ventes, à l'image de ce client. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va bien? Exerçant en tant qu'hôtelier, André Kofi en est à son 8e achat en 12 ans. Oui, allez, vous pouvez monter. Ah, ça c'est bon. Pour rentrer dans les villages avec la voiture, il y a des herbes, ça gratte les voitures gauche à droite. Donc avec la moto, c'est facile.
d'aller directement dans mon village tranquillement. Donc c'est pourquoi je voulais une moto. La moto de son choix coûte 2 990 000 francs CFA. À 65 ans, marié et père de 6 enfants, André préfère la moto pour l'aspect pratique mais également par passion. La moto, premièrement, ça me rend jeune parce que je suis âgé. Et ici sur la moto, je me vois que je suis jeune d'abord. Et deuxièmement, moi j'aime la vitesse. Il aime la vitesse mais ne néglige pas pour autant l'aspect sécuritaire. Les différents équipements, le casque, les gants, les coudières, les genouillères. En 2023, sur 1129 morts enregistrés dans 13 310 accidents corporels, 37% étaient des conducteurs ou passagers de motos et tricycles. À l'échelle africaine, les motocyclistes représentent environ un quart des décès sur les routes. Mais cela ne décourage pas pour autant les passionnés des deux roues. Ce matin, c'est sur la route de Grand Bassam qu'ils se sont donné rendez-vous. À leur tête, une femme. Elle, c'est Edith Christine Bamba, alias Bambina. Elle est la présidente de l'Association ivoirienne des motards et assimilés de Côte d'Ivoire. Bandito! Ça roule comme Bocho. Ça roule comme Bocho. On est rassemblés ici là, à quel plan? Tu nous as voir où? Joe, c'est lundi de Pâques. Petit ride, tranquille, pépère. On chauffait le moteur. Mais il fait chaud. Ce matin, on s'est dit, bon les gars, quels sont ceux qui sont restés sur Abidjan? Si vous avez un bout de temps, vous venez, on va se rassembler à Nani et puis on va faire un petit ride ensemble. Et donc ici, nous avons environ 10 personnes, voilà, qui ont répondu présentes. Voilà. Donc avec ces personnes-là, on va faire une petite balade. Une balade entre passionnés que rien ni personne ne saurait détourner de la moto. La moto pour moi, c'est, je peux dire, c'est ma seconde épouse. Voilà. Elle fait partie de moi. Et ma femme le sait. Toutes les mesures de sécurité ont été prises. Le ride peut démarrer. Mais juste avant le départ, Bambina repère des motocyclistes en situation irrégulière. On constate tous, hein, ils n'ont pas de casque. Et pour l'autre, ils sont à 3 sur un engin de 2 places. Hein, ça veut dire que le pilote et puis un chauffeur. Donc, voilà, donc on va s'approcher d'eux un peu. Les gars, bonne arrivée. C'est la vieille mère Bambina. Tu vois, lui c'est un bon petit. Hein. Il est frais, il est choco, bien bâti, jolie tête. Mais tête, elle n'a pas protégée. Où est ton téléphone? Mon téléphone. Regardez son téléphone, c'est iPhone. Hein. Il y a protection dessus, il ne faut pas que ça va se casser. Mais il ne peut pas protéger sa tête. Entre le téléphone et puis sa tête, qu'est-ce qui est plus cher? La tête. Il faut porter le casque. Ton casque là. C'est sa place qui est ici là comme ça. Dès que tu prends la clé là, en mettant ta casque dans ta main. Ce genre d'opération est devenu son quotidien. Le message est passé, le ride peut enfin démarrer. Pas de dérapage, pas d'acrobatie, juste la puissance tranquille d'un groupe qui avance ensemble, dans une passion collective et responsable. C'est réjouissant, c'est plaisant, on s'évade quand on roule en groupe. Voilà, on devient tous des gamins de 16 ans parce que c'est comme un jeu. Voilà, on passe le temps à rigoler, on oublie nos soucis. L'association que dirige Bambina compte plus de 5000 motards répartis sur tout le territoire national, avec pour objectif de défendre leurs droits, promouvoir la sécurité, former les usagers et faire de la moto un levier économique et touristique à l'échelle nationale. Vous savez, le monde de la moto, c'est un monde de machos. Excusez-moi de le dire, mais bon, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont et qui ont des objectifs bien précis. Et donc, quand on met une femme à la tête, et ce sont eux d'ailleurs qui m'ont mis à la tête de cette association, c'est un signe fort pour dire qu'aujourd'hui, la femme est capable de gérer certaines choses, surtout d'être leader dans un milieu d'hommes. Ce leadership au féminin
Bambina l'incarne aussi bien dans sa passion que dans le milieu professionnel. À Angré, au quartier Djorobité, elle dirige une équipe d'intervention rapide en tant qu'experte en sécurité. Et justement, Rassemblement, ils sont où? elle vient de recevoir une alerte. Les gars, on a un code rouge, Japon, on a 5 minutes. On se met en tenue chape. N'oubliez pas de vous mettre en tenue de sécurité. Chape, 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 chape. C'est l'alerte qui a été lancée. Et nous, on se donne un temps très réduit pour pouvoir intervenir. Et dès que l'alerte a été lancée, j'ai dû lancer l'équipe d'intervention rapidement, se rendre sur les lieux. J'ai désigné le chef d'équipe pour pouvoir s'imprégner de la situation et me rendre compte dès qu'ils arrivent. En fonction de ça, moi je les rattrape et puis on essaie de maîtriser la situation. Bambina a déjà mené plus d'1 millier d'opérations de ce type au cours de sa carrière d'experte en sécurité en Côte d'Ivoire depuis 2004. Après avoir reçu une formation en France, la moto demeure son moyen privilégié de déplacement. Elle est la première femme en Afrique de l'Ouest à avoir parcouru plus de 35 000 km d'Abidjan en Belgique sur sa BMW K1600 et sa Yamaha MT-09. La moto pour elle est une passion qu'elle nourrit depuis l'enfance. Depuis toute petite, depuis Korogo, on va dire, c'est de là que la passion est née. Parce qu'on a grandi dans un environnement où il y avait, en son temps, que des déplacements à moto. Les cadres étaient en voiture, mais la majorité de la population se déplaçait en moto. Et les ouvriers de mon père avaient des motos. Donc on se cachait pour leur emprunter les motos. Et puis c'est de là qu'est partie la passion. Sa première moto, elle l'acquiert à l'âge de 22 ans à 650 000 francs CFA. J'ai été formé par Johan, un gendarme, qui est toujours là, que je salue d'ailleurs, qui m'a montré les béabas, les rudiments, comment se tenir, la technique pour se tenir en moto. Et depuis, j'ai commencé à évoluer dans le milieu. J'ai travaillé pour pouvoir acheter ma première moto. Au départ, c'était rigolo parce que les gens trouvaient qu'on avait des vieilles machines, des motos qui n'étaient pas à la mode. 20 ans après avoir enjambé sa première moto, Bambina n'en finit pas de remporter des trophées. Tous mes trophées sont mes préférés. Parce que chaque trophée a son histoire. Je n'ai pas fait de différence entre les trophées. Celui-là, c'est celui que j'ai eu au Maroc. J'ai fait Abidjan au Maroc en aller-retour avec un passager. Ensuite, celui-ci, c'est celui des MDF, les motards du Faso qui ont organisé les 72 heures, qui se fait chaque année. Et là, on est à la 3e édition. Et on a celui-là aussi qui est un prix spécial de la femme motard de l'année 2024. Cela dit, son plus beau trésor n'est autre que sa fille, Kelania Marie-Christ, pour qui elle rêve d'un destin de femme libre et épanouie. Tu es intéressé par faire la moto? Il faut parler pour qu'on t'entende. Bon, ça c'est de façon consentante. Je n'ai pas obligé. Faut qu'on le sache officiellement. Mais écoutez, ça a été mon cas. Hein, ça a été mon cas. Moi, au départ, mes parents ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas parce que pour eux, il y avait beaucoup de risques à l'intérieur. Donc, à force de me cacher, ils ont jugé nécessaire de m'accompagner. Donc, je pense que ce qui m'a été... J'ai eu l'occasion d'avoir des parents qui ont accepté finalement que je fasse de la moto. Je n'ai pas retenu ma fille. Si elle veut faire la moto, si elle veut, faire elle veut être pilote de Jet 27, elle veut qu'elle le fasse. En Côte d'Ivoire, la moto n'est pas qu'un moyen de transport. C'est une économie qui pulse, une passion qui résiste, une envie de vitesse et de liberté que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Edith Bamba, alias Bambina, fondatrice et présidente de Majestic Group Motard, MGM. Elle est également présidente de l'association ivoirienne de motos et assimilés. Avec elle, Franck Deloge-Thiémélé, il est responsable marketing et activation chez Revo qui assemble et commercialise des motos électriques. Et bien sûr, Lanciné Bakayoko, chef de service économie de la rédaction de RTI 1. Madame, messieurs, bonsoir.
et bienvenue dans Made in Africa. Edith, la première question va à vous. On vous a vu dans le reportage. Vous faites la promotion de la moto. Vous présidez une association de motards. Quand on a regardé, vous étiez la seule dame parmi ces hommes. Alors, d'où vous vient cette passion pour la moto, Bambina? Ma passion pour la moto vient de plus petite. Voilà, ça vient de plus petite. Moi, j'ai grandi, j'ai fait la zone de Korogo. Alors, si on veut comprendre bien, c'est depuis là-bas que ma passion pour la moto a démarré. Parce que je chopais les motos des employés de mon père. Et je me cachais pour aller faire des tours en ville et tout ça, machin. Et quand je suis arrivé à Abidjan, c'était une autre dimension. Voilà, j'étais encadré par des professionnels. J'ai cité le nom de Johan Frank, adjudant Frank, qui m'a encadré, qui m'a montré les bases, les techniques pour déjà se poser sur une moto. Ça veut dire qu'il y a des choses à savoir? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une posture, il y a un type de freinage selon les conditions. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte quand on est en moto. C'est comme en voiture. Hein. Alors, concrètement, ce travail que vous faites, est-ce que c'est en train de changer l'image qu'on avait du motard, les stéréotypes sur les motards? Est-ce que vous avez senti une évolution? Oui, je dirais oui, parce que avant, on avait une promotion de motards, une génération de motards qui roulait carrément sans casque et faisait de longues distances. Aujourd'hui, la jeunesse commence à adopter cette culture de la moto-là en s'équipant avec des équipements de protection pour leur permettre d'être en sécurité sur leur moto. C'est déjà un grand pas. Ouais. Je vais demander l'avis de Lansili Bakayoko. Votre regard aujourd'hui sur l'usage de la moto, la pratique de la moto et ce que font les motards? Oui, les motards, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Ce sont des gens qui suivent leur passion et puis ce sont des gens qui sont aussi utiles pour la société. Et puis il y a un volet sportif également dans la conduite de la moto par les motards. Donc je pense que tout ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui a donné un nouveau visage à la moto. La moto, c'est pas aujourd'hui utilisée uniquement que pour des besoins de plantation ou des besoins de déplacement, oui, mais ça peut être aussi des besoins de sécurité et puis surtout pour des besoins d'occupation de notre jeunesse beaucoup plus sainement. Alors, Franck Deloge-Thiemele, vous êtes spécialisé dans l'électrique. Oui, c'est bien ça. Est-ce que déjà vos clients, c'est souvent de nouveaux clients de motos qui utilisent les motos pour la première fois, par exemple? En général, nous recevons les deux profils. Nous avons des profils qui découvrent la moto directement avec le modèle électrique, mais une grande partie de notre clientèle a déjà utilisé une moto thermique aussi. Je pense que vous, on vous reconnaît, on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux en train de faire la promotion de votre marque. Alors Revo, c'est une marque mondiale, ivoirienne, africaine. Ça vient d'où, Revo? Revo, c'est une marque chinoise qui est présente dans différents pays et différentes régions. Nous sommes dans plus de 10 pays. En Afrique, vous avez Revo Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali. Nous sommes aussi en Afrique du Sud. Alors, en Côte d'Ivoire, quelle est votre activité? Notre activité principale, c'est la commercialisation de motos électriques. Ok, donc vous importez les motos? Bien sûr. On importe les motos, mais elles sont assemblées. Ok, donc ils viennent en pièces détachées? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des pays que vous connaissez qui dominent, selon vous, le marché mondial de la moto? Oui. Hein. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, déjà en Asie, c'est très développé. Les petits déplacements se font à moto, à vélo. Et donc là-bas, ils sont beaucoup plus avancés. Et au niveau de l'Afrique, nous avons l'Afrique de l'Est qui est très avancée sur tout ce qui est mobilité électrique aussi. Nous avons l'Éthiopie qui est le numéro 1, qui est le plus gros marché pour tout ce qui est électrique, suivi du Kenya. Donc c'est vraiment développé dans cette zone de l'Afrique, mais il y a vraiment du progrès dans toutes les zones aussi. Alors pour nous qui avons grandi en partie dans le nord du pays, on avait beaucoup de motos, des petites motos. Donc nous on prenait les motos parce qu'on ne pouvait pas payer de voiture. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est ça? Est-ce que cette image est toujours la même? La moto, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures, ou alors c'est autre chose selon vous, Lansili Bakayoko? En tout cas, il va falloir du temps pour que les gens intègrent dans leur habitude de vie et comprennent que la moto, ce n'est plus nécessairement un moyen de mobilité pour les gens un peu défavorisés. La moto aujourd'hui est devenue une partie
une partie des usagers. Et puis bon, il y a un écosystème économique qui s'est développé autour de la moto. Les motos servent aujourd'hui à faire du commerce, à faire des transactions, à se déplacer. Et du fait aussi qu'il y a une forte urbanisation qui fait que les déplacements sont devenus, en tout cas sur le modèle des transports publics, est devenu quasiment la croix et la bannière. Donc les motos deviennent du coup des alternatives crédibles, des alternatives propices pour faciliter cette mobilité. Donc pour moi, la moto n'est plus simplement pour les pauvres, mais c'est aujourd'hui une sorte d'utilité publique. Et puis il y a aussi des exigences des changements climatiques qui sont là aujourd'hui par rapport à la durabilité. La moto devient forcément un mode alternatif à la consommation du thermique et même de pollution. Donc effectivement, aujourd'hui, la moto a dépassé le stade de simple mode de transport archaïque pour intégrer un mode de transport un peu plus moderne. Et puis, en fin de compte, c'est tout bénéfice pour les usagers et pour le climat. On a vu quelqu'un qui a mis 14 millions dans sa moto. Ça coûte cher les motos finalement d'un certain niveau et c'est plus, comme il l'a dit, seulement réservé à des personnes qui n'ont pas les moyens. Des gens qui ont les moyens, 14 millions, ça achète une voiture. Des gens qui ont les moyens de s'acheter une voiture préfèrent s'acheter des motos. C'est quoi cette culture il a dit, la passion, ça n'a pas de prix. Oui. Bambina. Ouais, la passion n'a pas de prix. Alors, je vais rebondir un peu pour dire que aujourd'hui, même les motos thermiques passent à un certain prix aujourd'hui. Donc, ce n'est plus une histoire de la moto, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture. Parce qu'il y a des motos qui coûtent autant plus cher qu'une voiture. Ouais. Donc, pour ceux qui ont... Moi, par exemple, si je dois faire un choix, en termes de mobilité, je prendrais une moto. Parce que ça me permet de faire, par exemple, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous dans la journée. En voiture, je me limite à 2 rendez-vous. À moto, je peux aller jusqu'à 5 rendez-vous. Donc, pour moi, c'est plus aisé. Bien entendu que je prends mes dispositions pour me mettre... je suis prudente, je suis équipée pour me permettre de sortir le matin, de rentrer à la maison le soir. Quand on voit votre type d'équipement, ça nous passe, à nous qui ne sommes pas des usagers de moto, ça nous passe un message, c'est que c'est dangereux. Je vais vous dire un truc. Il n'y a rien qui n'est pas dangereux sur cette terre. Mais on prend nos dispositions pour éviter que le mal arrive. C'est tout. Mais vous, quand vous sortez avec vos 2 roues, vous êtes sereine? La sérénité, non. On ne peut pas joindre la sérénité à la moto. Non, je suis plutôt prudente. Ok, tout le temps. Voilà, tout le temps. Ouais. Alors, c'est Bakayoko, vous voulez réagir sur un des points? Oui, effectivement, il faut comprendre aussi que la moto, oui, il y a un confort dans la moto, mais il y a aussi un fort risque d'insécurité au niveau de la moto. Parce que votre reportage l'a dit, c'est à peu près 37% des accidents qui impliquent des motos. Et vous savez, en conduisant la moto, une petite période d'inattention peut être fatale. Et donc, il y a ce facteur risque qui doit être intégré par ceux qui, disons, les opérateurs de la moto et même des passionnés, des fanatiques de la moto. Donc, il y a que la moto, oui, est aujourd'hui beaucoup plus usuelle, beaucoup plus pratique, mais il faut aussi admettre que le risque la moto est franchement accidentogène également. Et ça, ce sont des facteurs qu'il va falloir prendre en compte pour que la moto soit complète aujourd'hui, parce que la moto n'est plus... C'est aujourd'hui aussi un moyen de transport exotique. C'est la mode, c'est la frime, vous voyez, Madame Babina, oui, ça, c'est des choses à intégrer, mais il faut aussi accepter qu'il y ait des méthodes beaucoup plus corsées pour que la sécurité soit garantie au niveau de la moto. Alors, il y a une différence importante. J'ai le sentiment que les motos électriques ne font pas autant de bruit que les motos thermiques. Oui, c'est bien ça. Est-ce que ce n'est pas un élément de sécurité supplémentaire qui saute? Bon, je dirais que ça peut aller dans les deux sens. Le bruit de la moto, ça peut être dérangeant. On est d'accord. Comme le bruit de la moto peut être aussi un argument de sécurité. Ouais. Et pour l'électrique, on pourrait dire que le silence aussi est très apprécié par certains utilisateurs. Okay. Mais en soi, il faut être très prudent sur la route. Et nous, on incite vraiment
tous nos clients à être responsables sur la route. C'est vrai que ça réduit également la pollution sonore dans les villes. Donc, avantages et inconvénients. On continue d'en parler avec ce second reportage que je vous invite à suivre. Si la moto thermique domine encore, mesdames et messieurs, largement les routes africaines, eh bien, une nouvelle génération de véhicules commence à faire son apparition. Au Kenya, notamment, où la majorité de l'électricité est produite localement à partir d'énergies renouvelables, une start-up voit dans la mobilité électrique une opportunité économique autant qu'environnementale. Son pari, convaincre les milliers de mototaxis qui sillonnent la ville de passer à la batterie. Kenya, le virage des motos électriques, un reportage signé Mathilde Adam, Serge Zoré et Oscar Noël Sangan. À Nairobi, impossible de les manquer. Les Boda Boda. Ces taxis-motos font partie du paysage urbain. Plus de 2 millions à travers le pays. Kathleen en fait partie. Ce matin, sur sa moto, elle dépose sa 5e cliente de la journée. Il y a beaucoup d'embouteillages à Nairobi. La plupart des gens préfèrent donc prendre des taxis-motos. Je fais 15 courses pendant mes journées les plus chargées. Ma batterie est à 48% actuellement. Je dois aller la changer. Car si la plupart des taxis-motos fonctionnent au diesel, cette motarde a fait le choix de l'électrique. Un choix économique, mais qui l'oblige à se rendre régulièrement dans des stations comme celle-ci. Ici, sa batterie presque vide est échangée contre une batterie chargée en moins de 2 minutes. En une journée, je change 2 fois de batterie. C'est vraiment économique. L'échange de 2 batteries coûte environ 2500 francs CFA par jour. Si je compare avec le carburant, dont le prix est très haut actuellement, j'aurais payé 4500 francs minimum par jour. Comme vous pouvez le voir, j'économise 2000 francs et ça devient un profit journalier. Rendre l'Afrique moins dépendante du pétrole, miser sur l'électrique, c'est l'ambition de plusieurs startups. Sur un continent où la quasi-totalité du carburant est importée et où les prix du pétrole s'envolent, la mobilité électrique, elle, gagne du terrain. Au Kenya, où 90% de l'électricité est produite localement, plusieurs entreprises parient sur ce secteur porteur. Parmi elles, Spiro, qui s'empare du marché. Sa promesse, réduire les coûts de transport tout en verdissant la mobilité urbaine. Une formule qui séduit de plus en plus de mototaxis. De l'usine d'assemblage aux stations de recharge, son ambition est claire, convertir l'Afrique à la moto électrique. À la périphérie de Nairobi, dans cet entrepôt, près de 150 motos sont assemblées chaque jour sur ces chaînes de montage. C'est la seule usine de la sorte au Kenya. À la tête des opérations, Japhet Ruto. Aujourd'hui, ces équipes constatent un problème au niveau de l'arrivée de pneus qu'il faudra retourner à l'expéditeur. Ça ne s'ajuste pas correctement sur la ligne du pneu. Il y a un défaut de fabrication. C'est pour cela que nous allons les renvoyer. Ils doivent être faits. Cette usine entrepose jusqu'à 1500 matières premières destinées à l'assemblage des motos électriques. Presque tous ces matériaux proviennent de Chine et parmi eux, 15% proviennent de fabricants locaux au Kenya. Si les matières premières sont majoritairement importées, toutes les motos sont assemblées localement. Depuis sa création, l'entreprise a produit plus de 100 000 motos électriques. Cette section-là est dédiée aux batteries. Nous recevons les batteries, nous les chargeons, puis nous les répartissons dans les rangées. Il y a environ 1500 batteries dans cette section. Dès que nous finissons d'assembler les 150 motos journalières, nous ressortons à nouveau 150 batteries. Avec ce châssis comme colonne vertébrale, la moto prend forme. Système de suspension, selle, guidon,
Phare. Les gestes de chaque ouvrier doivent être identiques. Ouvrier, mais aussi ouvrière. Easy, easy, easy. C'est fric. On peut voir beaucoup de femmes ici. Cela fait-il partie de votre politique? Nous avons dans nos équipes 34% de femmes et 66% d'hommes. La parité, c'est important pour nous et notre objectif est d'atteindre 50%. À la fin de la ligne d'assemblage, la moto est enfin prête. Dernière étape, l'inspection de fin de ligne. Et c'est Elodie Ntiga qui a cette responsabilité. Je dois vérifier toute la partie électrique, comme les clignotants, pour voir s'ils fonctionnent, les phares, les feux de route et de croisement. Il faut aussi les vérifier. Elodie Ntiga exerce ici depuis 2 ans. Elle est parvenue à atteindre un poste à responsabilité dans un secteur habituellement dominé par les hommes. À mon ancien travail, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais en arrivant chez Spiro, j'ai rencontré de nombreuses femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont appris beaucoup. Chaque année, les employés sont de plus en plus nombreux à assembler des motos ici. L'objectif de l'entreprise, multiplier ses lignes de production et étendre ce marché jusqu'en Afrique de l'Ouest. À sa tête, Kaushik Burman. Arrivé 1 an après la création de l'entreprise en 2022, il l'a vu se transformer. Nous nous sommes maintenant développés dans près de 7 pays, alors que nous étions présents dans seulement 2 auparavant. Lorsque j'ai rejoint l'entreprise, Spiro comptait environ 10 000 motos dans ces 2 pays, et maintenant nous sommes très heureux et fiers de voir plus de 100 000 motos réparties dans ces 7 pays. Une entreprise qui domine le secteur en Afrique de l'Est. En Persande, son principal concurrent n'en compte que 13 000. Mais la véritable concurrence pour l'entreprise reste les motos thermiques. Il s'agit donc d'une nouvelle industrie, celle des véhicules électriques. Chaque année, 3 millions de motos thermiques sont vendues en Afrique. Et nous, notre mission, c'est de remplacer les motos à essence par la mobilité électrique de Spiro, alimentée par notre technologie d'échange de batteries. Ce choix de l'électrique n'est pas anodin. Il fait partie de l'ambition étatique dans sa transition vers le renouvelable. Pour cela, le gouvernement travaille en coopération avec les fournisseurs d'électricité. Le gouvernement intervient dans le secteur de la mobilité par le biais d'agences comme nous, pour fixer des tarifs favorables à la mobilité électrique, qui permettent d'offrir de l'énergie ou de la revendre à un prix plus bas. Cela motive évidemment davantage de personnes à acquérir ces véhicules électriques. Cette électricité sert à recharger les batteries des motos électriques. Pour les motos Spiro, la recharge ne peut se faire que dans les stations de l'entreprise, ce qui permet à la start-up de s'assurer une clientèle sur le long terme. Au Kenya, elles sont 450 à proposer ce service. Ici, la station la plus fréquentée de la ville reçoit aujourd'hui la visite de Kaushik Burman, accompagné de son directeur pays, Vishal Mittal. What is the difference? Charging speed. Integrated racks. Yeah. Good. Dans un pays où 100% du pétrole est importé et 90% de l'électricité vient des énergies renouvelables locales, le pari des batteries électriques apparaît comme l'issue la plus sûre dans le secteur des transports. So Kenya is one of those countries in Africa which is energy. Le Kenya est l'un de ces pays d'Afrique qui, certaines années, est excédentaire en énergie. Environ 80 à 90% du réseau électrique provient d'énergies renouvelables, principalement la géothermie, qui est l'une des principales sources d'énergie, ainsi que l'hydroélectricité. Premier poste de dépense pour l'entreprise, l'électricité. Pour économiser, chaque charge de batterie est surveillée avec attention. Il y a 6 chargeurs connectés à Internet, juste ici. Ils suivent l'état de santé de la batterie
La température, le niveau de charge et permet de contrôler chaque emplacement à distance. Concrètement, cela signifie que nous avons un réseau énergétique que nous pouvons optimiser à distance. Imaginez un pic de demande le week-end. Cela veut dire qu'il faut plus de puissance de charge, donc on doit pouvoir activer à distance tous ces emplacements de charge pour répondre à la demande. À l'inverse, si la demande diminue et qu'on n'a plus besoin d'autant d'énergie, on peut les éteindre et économiser sur notre coût d'électricité. Cette économie, Spiro en profite à chaque recharge, car l'entreprise vend la moto, mais reste propriétaire de la batterie. Le client doit revenir l'échanger à une station appartenant à la start-up pendant toute la durée de vie de la moto. Résultat, il paie moins cher à l'achat et l'entreprise s'assure une clientèle sur le long terme. Un modèle qui séduit les boda boda, mais aussi de plus en plus de particuliers. Ce petit concessionnaire accueille son 6e client de la journée. La différence principale entre ces deux motos, c'est que celle-ci est plutôt grande et celle-ci plus petite pour les personnes plus petites de taille. Grande ou petite, ce n'est pourtant pas ce qui l'a convaincu aujourd'hui. Séduit par le moindre coût de cette moto à environ 600 000 francs CFA, il signe son achat qu'il viendra récupérer le lendemain. J'ai décidé de prendre une moto Spiro car c'était intéressant économiquement. J'ai opté pour l'électrique parce que ça aussi c'est très économique. Dans cette transition vers l'électrique, l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Avec une récente levée de fonds de 270 millions de dollars, l'objectif est chiffré. Atteindre d'ici 2030 les 2 millions de motards utilisant ces deux roues électriques. Retour en Afrique de l'Ouest, on revient du Kenya et nous a rejoint sur ce plateau pour le deuxième débat Guy Constant Kakutano. Il est directeur général adjoint d'Ivoire Moto, spécialisé dans la vente et l'entretien de véhicules deux roues à Abidjan. Bienvenue. Merci. On est heureux de vous retrouver sur ce plateau. Alors, je reviens vers vous, Franck. Oui. Vous faites... c'est ça, en fait, la moto électrique, vous faites ça à Abidjan, ils font ça au Kenya, Nairobi. Est-ce que vous retrouvez dans leur modèle? Oui, mais nous procédons un peu différemment sur certains points. Ouais. Mais après, l'objectif reste le même. Je pense que Spiro est un acteur très important de la mobilité. Que vous connaissez? Oui, bien sûr. De la mobilité électrique en Afrique. Alors, eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils vous vendent la moto. Ils réduisent un peu le prix dès le départ, c'est très bien. Vous entrez, donc on réduit les barrières à l'entrée. Et ensuite, ils sont propriétaires à vie de la batterie. Quel est votre regard sur ce modèle? Ce modèle, c'est un modèle de swapping. L'idée, c'est de pouvoir interchanger les batteries au besoin. Mais nous procédons différemment. Nous, les batteries sont incorporées aux motos et on part plus sur des charges rapides. Donc, tout va se jouer sur l'autonomie. Il va falloir choisir la solution adéquate par rapport à l'usage que vous voulez faire. Constant Kakou, heureux de vous retrouver. Ivoire Moto, vous aussi vous vendez des motos? Oui, monsieur. Vous les réparez? Oui, aussi? On les assemble, et on les vend. Ok. Et vous n'êtes pas sur l'électrique? Non, pas encore. Pas encore. Alors le terme me plaît. Vous êtes sur du thermique. Quand on voit la croissance du verdissement des automobiles, des véhicules, donc des motos et tout ça, et qu'on est sur du thermique, est-ce qu'on se dit que c'est une opportunité ou une menace? C'est une opportunité, c'est pas une menace. Et nous sommes habitués au thermique parce que la majorité de tous nos clients préfèrent le thermique, vu que au niveau du carburant, par exemple, il y a plus de stations, au moins à chaque 30 km, à chaque 20 km pour pouvoir mettre du carburant dans son engin. Ouais, le réseau est là. Le réseau est là. Ouais. Concernant les motos électriques, c'est vrai, les motos électriques sont bien arrivées ici. C'est économique, mais le souci, c'est au niveau des bornes de recharge.
Est-ce que depuis que les motos électriques sont arrivées, est-ce que vous avez senti un ralentissement de vos ventes? On n'a pas encore senti des ralentissements. Et vous ne travaillez pas assez bien. Hein? On n'a pas encore senti des ralentissements et on vend tous les jours. On vend tous les jours et ça marche très bien. Ça marche très bien. Concrètement, Bambina, vous avez l'association. Ils sont des dizaines ou des centaines dans l'association. Est-ce que dans l'association, vous entendez, vous sentez un intérêt quelconque pour la moto électrique? Ou alors ils n'ont pas encore fait leurs preuves? Au niveau de notre communauté, ça ne se ressent pas encore. Ça ne se ressent pas encore. Je pense que c'est comme j'ai dit tout à l'heure. La culture même de la moto en Afrique, c'est maintenant que on commence à la voir. Ça va encore prendre un peu de temps, mais les gens vont forcément s'adapter. Il n'y a pas le choix. Quel est le principal frein, selon vous, Deloge, à l'évolution ou à la percée de la moto électrique? Je dirais que le principal frein, c'est l'expérience client. Voilà, parce que plusieurs personnes n'ont jamais essayé une moto électrique. Et donc, ce que nous, on essaie de faire, c'est qu'on organise beaucoup de journées d'essai. Et on permet aux gens de venir découvrir qu'est-ce que c'est la moto électrique, comment ça se comporte. Et je peux vous assurer qu'on a plusieurs clients qui sont satisfaits. Est-ce que c'est plus économique? Il y a à deux niveaux. Oui. Coût d'acquisition? Bien sûr. Coût d'entretien? Bien sûr. Moi, je dirais que c'est totalement économique. Sur nos motos en moyenne, vous pouvez dépenser 200 francs. 200 francs CFA pour faire une charge complète sur votre compteur d'électricité. Testé, approuvé. On a des motos même qui font moins 120, 130 francs. Et les plus puissantes vont au maximum à 200 francs. Vous voyez la différence? Très intéressant. Très un intéressant. Point à un plein pour une moto à 200 francs. J'ai compris. Moi, c'est lui qui m'intéresse, Guy Kakou. Alors, chez vous, à 200 francs, on fait le plein. On fait le plein toute la journée, on peut rouler. C'est ça. Chez vous, le plein? Chez nous, la plus petite des motos? La plus petite des motos, c'est-à-dire une moto de 50 cc à 3500 francs, tu fais le plein. Ok, bon, c'est quand même multiplié par... Voilà, donc ça va dépendre aussi de la distance. Aussi. Voilà, si par exemple, c'est pour aller au travail, tu es un point A, un point B, tu peux faire la journée, même deux jours. Avec ça. Mais si c'est au niveau de la livraison, ça va dépendre aussi des endroits. Tu te retrouves à Songon par exemple, après tu te retrouves à Benjaville et à Bassam, tu seras obligé de compléter. J'ai une dame qui fait de la moto qui m'a dit qu'il y a un enjeu de pollution. C'est-à-dire que l'air, avec tout ce qu'il y a comme gaz d'échappement, c'est pollué. Donc, elle est en train de réduire son utilisation de la moto. Est-ce qu'il y a une sensibilisation à votre niveau en ce qui concerne la pollution de l'air? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce qu'il y a un enjeu de santé même pour vous? Bambina, présidente. Oui. Alors, dans notre projet de campagne au niveau de l'association, on est même en train de professionnaliser les mécaniciens qui vont déjà à la base s'occuper des motos et pouvoir leur faire comprendre à un niveau, quand la moto commence à fumer, ça veut dire que le moteur il est mort, il faut laisser la moto parce que derrière, ça crée de la pollution. Donc, on est en train de se battre pour créer un réseau de mécaniciens professionnels qui, avec eux, on va pouvoir faire de la sensibilisation, si bien évidemment, tout ce qu'il y a comme pollution. L'avenir aujourd'hui de la moto électrique pour vous, Franck? Je pense que déjà, la moto électrique, ce n'est même plus l'avenir, c'est déjà le présent. Ouais. Nous sommes en plein dans une transition vers une mobilité plus moderne, plus durable. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de continuer à faire découvrir l'univers de la mobilité électrique à plus de personnes, aux populations, aux consommateurs, et aussi associer cela avec les infrastructures, c'est-à-dire les bornes de recharge, les modèles de swapping, de batteries ou n'importe quel autre modèle par rapport aux infrastructures. Et en dernier lieu, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est de pouvoir appuyer tout ce qui est financement pour permettre aux professionnels ou aux particuliers de pouvoir faire le pas vers l'électrique. Sur ce point, vous avez un accompagnement de l'État? Non. Ok, pas encore. Okay. Pas encore. Vous faites la réparation?
Oui, monsieur. Vous devez regarder, je suppose, du côté du marché électrique en se disant que, écoutez, on va non seulement réparer nos motos, mais on peut réparer également leurs motos. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous préparez, vous, à pouvoir traiter des motos électriques? Est-ce que ça vous dans votre stratégie de croissance? Effectivement, déjà, la moto électrique, c'est une innovation. C'est une innovation et, comme je le disais tantôt, le petit hic pour l'instant, c'est le borne de recharge. Nous, on s'adapte à tout. À Ivoire Moto, on s'adapte à tout. Nos techniciens ont été super formés. Si aujourd'hui, par exemple, un partenaire qui vient vers Ivoire Moto pour dire, par exemple, on veut que vous nous représentez, ils envoient les formateurs pour former nos techniciens dans ce sens. Et déjà même, ils pensent que l'État ivoirien est en train de penser à ça, faire un lycée professionnel pour former des mécaniciens dans ce sens. Ils sont venus nous voir plusieurs fois pour les stages au cas où ils sortent de l'école, ainsi de suite. Donc nous sommes ouverts à tout. Vous êtes ouverts à tout et vous encouragez les Ivoiriens à faire de la moto. C'est cela. Mais bien sûr, c'est votre activité économique. Pour Bambina, on est d'accord qu'elles ne vendent pas de moto. Vous vendez des motos Bambina de temps en temps peut-être? Non. Vous faites des recommandations? Oui, c'est sur recommandation. Ouais. Quand on me demande, je donne des adresses. Mais moi, c'est plus bouffer les kilomètres, quoi. Merci infiniment et merci à vous. On a vu le travail extraordinaire que vous faites en matière de sécurité. Merci pour ce travail. Merci à vous autres, les acteurs économiques du secteur de la moto qui avaient été avec nous sur ce plateau de Made in Africa. Merci pour tout. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis, à tous nos téléspectateurs fidèles. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez également suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes d'Elephant Africa pour la production, aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1. À très bientôt.